Alors bonjour et bienvenue à bord de l'AGC 76820 en direction de Figeac. Alors comme je l'ai marqué au début, on est sur une ligne à une voie banalisée. Donc avant c'était une ligne à double voie jusqu'à la gare de jonction de Viescamp-sous-Jalles. Donc ici la vitesse est de 100 km/h. On est toujours dans la zone de la gare et vous allez apercevoir après le pont le carré de sortie de la gare. C'est-à-dire que si les opérations de sécurité n'ont pas été respectées par l'aiguilleur, c'est ce signal qui va provoquer l'arrêt du train. Alors jusqu'ici, il n'y a rien de particulier. Si vous observez attentivement la voie, vous verrez sur la gauche qu'il y a la place pour mettre une deuxième voie. C'était l'emplacement de la deuxième voie. C'est un petit matin d'été. Il est tôt, le soleil commence juste à se lever. Donc c'est un peu sombre, mais on aperçoit mieux la signalisation. Alors cette portion de voie n'a pas encore été refaite, donc profitez de la vitesse, parce que s'il n'y a pas rapidement des travaux, il y a de fortes chances pour que la vitesse soit abaissée rapidement.
Alors là, on approche de la gare de jonction de Viescans sous Jalès. Donc les trains n'ont plus d'arrêt dans cette gare. Donc à droite, le train il prend la direction de Brive-la-Gaillarde et à gauche de Cap-de-Nac, Toulouse. Alors voilà l'avertissement du carré d'entrée de la gare de Viescans sous Jalès qui est télécommandé par Aurillac. Alors aujourd'hui, j'ai un croisement de prévu à la gare de Viescans sous Jalès. Donc je ralentis volontairement parce que la distance entre le prochain signal qui va être à l'avertissement et le carré de sortie de la gare est assez réduite. Alors voilà que se profile au loin l'avertissement. Dessus, vous allez voir, il y a un tableau indicateur de direction. Donc le tableau indicateur de direction TIDD est éteint. C'est normal, puisque le prochain signal étant fermé, l'aiguilleur n'a pas pu tracer son itinéraire. Donc je n'ai aucune certitude sur la direction que je vais emprunter. Donc le TIDD peut donner deux indications, soit l'indication de droite, soit l'indication de gauche, une flèche à jambe à droite ou jambe à gauche dans ce cas-là. Donc le TIDD il sert uniquement quand le train franchit cette partie de voie à pleine vitesse. Donc ici je suis reçu voie directe, à voie de gauche. Donc là, au-dessus du carré, vous pouvez observer l'ID, donc l'indicateur de direction. Donc c'est lui qui va m'informer sur la direction qui va m'être donnée quand le signal va s'ouvrir, que l'aiguilleur aura tracé son itinéraire. Voilà, l'aiguilleur va tourner son aiguille et donc l'idée s'est allumée.
Donc ici, vous remarquerez que la voie est neuve. Elle a été refaite il y a 4-5 ans, ouais, entièrement, ballast, rail et traverse. Donc c'est la première fois que une entreprise privée faisait les travaux sans contrôle des agents de la SNCF. Et donc depuis, la vitesse sur cette ligne est limitée à 55 km/h puisque la voie n'a pas été placée au bon endroit. Ils n'ont pas respecté le tracé de la voie, donc les courbes sont faussées et depuis la vitesse n'a pas été remontée. Alors là, nous allons bientôt franchir le viaduc du Ribéris. Donc c'est un lac, c'est le lac du barrage de Saint-Étienne-Cantalès. C'est un lac artificiel. Donc les piles du pont qui sont en métal ont été coulées dans du béton avant que toute la vallée soit inondée. Donc la plus grande des piles mesure 80 mètres. Alors voilà à quoi ressemblait le viaduc avant l'inondation de la vallée. On peut voir qu'il y a une route qui passait sous le viaduc avec un petit pont et qu'il y avait aussi un hôtel sur la droite. Alors voilà une autre photo du viaduc avec le barrage vide.
Alors ici, vous pouvez remarquer la construction des ponts.
voilà le disque de la gare du Rouget. Donc la gare du Rouget est télécommandée par Aurillac également. Donc il n'y a pas de signal d'entrée. Il y a juste un signal de sortie et la vitesse dans la gare est limitée à 40 km/h sur les égouts. Puisqu'on est bien là, tranquille, je vais vous parler de la forte pente. Donc entre le Rouget et Morse, qui sera la prochaine grande gare, on est en forte pente. Alors la forte pente, ça signifie qu'il va y avoir des règles spécifiques qui vont s'appliquer pour le freinage en cas de problème par exemple. Donc la forte pente, c'est pas lié spécifiquement à la déclivité, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on va avoir une pente de 3% ou 30 pour 1000 qu'on va être en forte pente. C'est un rapport entre la déclivité et le nombre de kilomètres que va durer cette déclivité. Alors on appelle ça forte pente, mais en fait elle s'applique dans les deux sens, que ce soit en montant ou en descendant, donc en pente ou en rampe. C'est de la forte pente, parce qu'en cas d'anomalie, si on est obligé de retourner en arrière, eh ben on va se retrouver dans le cas de la pente. Donc tout est lié au niveau du freinage et de l'évacuation de l'énergie provoquée, dissipée par les semelles de frein qui vont frotter sur les roues ou les plaquettes sur les disques de frein. Donc la vitesse, elle va être limitée en fonction de la pente qu'il va y avoir et de sa distance. Ensuite, il faut bien penser qu'on va, par exemple dans le cas d'une rampe, le train il monte, donc il va moins avoir un problème de freinage. Par contre, dans le cas où il va s'arrêter, il va falloir également être capable de l'arrêter pour la dérive, c'est-à-dire faire en sorte qu'il ne reparte pas en arrière. D'où la notion de forte pente, que ce soit en rampe ou en pente. Ensuite, suivant le type de matériel et le type de freinage, le conducteur il va avoir l'obligation d'être assuré par un contrôleur ou un deuxième agent. Dans le cas où il transporte des voyageurs ou seul, s'il lui arrive un problème de freinage, comme il est dans une pente importante, il a besoin d'une deuxième personne pour l'aider.
petite histoire, donc je vous montre pas l'endroit exact, mais quand les travaux sur la ligne ont eu lieu, il faut savoir qu'il y a eu 3 morts, puisqu'il y a un wagon qui était non freiné, qui s'est détaché du convoi et qui a fauché 3 ouvriers qui marchaient sur la voie de dos. Bien sûr, il est arrivé par derrière et qui avaient fini leur journée de travail, dont un jeune de 30 ans. Donc il faut savoir qu'un wagon, une voiture, un train électrique qui roule comme ça, vitesse réduite, ça fait absolument pas de bruit. Dans des conditions de brouillard, de brume, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on l'entend pas arriver. Et même s'il arrive à une vitesse de 5 km/h, ça suffit pour se faire écraser. Donc que ce soit dans des gares, des passages à niveau, n'importe quel endroit où vous cheminez, même si vous traversez sur un passage qui est censé être protégé, il faut toujours regarder ce qui va arriver. Jamais marcher dans l'entrevoie. Quoi qu'il arrive, même si on pense que la voie est désaffectée, il faut pas. Alors là, on approche d'un tunnel, donc je vais siffler avant l'entrée du tunnel. C'est une obligation. Et on siffle avant la sortie du tunnel. Voilà, c'est un mauvais exemple, parce que j'ai pas sifflé avant la sortie, parce que le tunnel était quoi. Donc, pour quelle raison le conducteur a l'obligation de siffler avant l'entrée du tunnel? Le conducteur y siffle pour prévenir les personnes qui sont susceptibles d'être à l'intérieur du tunnel de son arrivée, et donc pour que ces personnes dégagent la voie. Et ensuite il siffle avant la sortie du tunnel pour prévenir des gens qui sont susceptibles de pénétrer à l'intérieur du tunnel ou qui se trouvent aux abords de la voie à la sortie du tunnel de son arrivée, puisque le tunnel va couvrir le bruit du train. Donc on dit que le train il siffle, il klaxonne pas, parce que c'est un sifflet, c'est-à-dire que c'est une trompe et c'est de l'air. Donc c'est directement relié sur la CP, on envoie 9 bars. Donc c'est une corne, c'est pour ça qu'on appelle ça sifflet, ça date du temps de la vapeur, c'était déjà comme ça, c'est la vapeur qui venait alimenter le sifflet. Bon, au temps de la vapeur, ça servait également à faire baisser la pression dans la chaudière. Donc une autre chose, dans les tunnels, donc pour que les gens puissent dégager la voie quand ils entendent le train qui siffle et qui s'approche, donc c'est des gens qui travaillent sur la voie, ils ont les compétences, les connaissances, il y a des niches qui sont aménagées tous les 50 mètres en quinconce, c'est-à-dire de chaque côté de la voie. Ces niches, elles servent à se dégager du gabarit, puisque sinon il n'y aurait pas la place dans le tunnel et ça serait trop dangereux. De même sur certains ouvrages d'art, des ponts, des viaducs, on pourra observer des niches, des recoins. Et en fait, si le gabarit n'est pas suffisant pour dégager la voie, et ben on aménage ces niches pour pouvoir se mettre à l'abri. Donc le personnel qui chemine à l'intérieur des tunnels doit se déplacer de niche en niche pour que à tout moment, dans le cas où un train survienne, puisse s'abriter rapidement.
Alors il y a une autre chose à savoir dans les tunnels, c'est ce qu'on appelle le coup de piston, c'est-à-dire que le train, quand il rentre dans le tunnel, il pousse l'air à l'extérieur. C'est suffisamment fort pour être observé, puisqu'on voit les branches des arbres qui se plient. Donc à l'approche même d'un grand tunnel, quelqu'un qui s'aventure pour le traverser, il va sentir ce souffle arriver. C'est le signe que le train approche. Donc je vous laisse imaginer à vitesse élevée, quand on est à l'intérieur d'un tunnel et qu'un train arrive, c'est assez impressionnant. Alors là, je vais monter le son exprès pour vous laisser écouter le bruit caractéristique du train en courbe. Alors là, ce petit sifflement, ce bruit qu'on entend régulièrement, on dit que c'est le train qui bride. En fait, le train il se déplace sur la voie puisqu'il y a du jeu entre l'écartement des cieux et l'écartement de la voie. Et le boudin, donc le boudin extérieur, vient se plaquer contre le rail extérieur, suivant le rayon de la courbe évidemment. Et c'est ce bruit qu'on entend, ce petit crissement. Donc il faut savoir que les machines elles sont munies de graisseurs de boudin. Donc c'est de l'huile qui coule finement, on va dire, régulièrement. Quand le train vient en courbe, ça se règle automatiquement, on va dire. Et ce qui permet d'éviter une usure prématurée. Donc dans certains cas, dans certaines circonstances, on peut être amené à isoler ce graisseur de boudin. S'il est déréglé, ça peut provoquer des graves problèmes de patinage ou d'enrayage. Voilà. Bon, il faut savoir que même ça existe depuis très longtemps sur les vieilles machines et que c'est toujours à l'ordre du jour, comme sur la GC. Sur les wagons, bien sûr, ils ne sont pas équipés. Il faut savoir qu'il y a des wagons qui brident énormément. Donc les wagons qui brident le plus, c'est les porte-autos, puisque c'est des wagons à essieu, donc il n'y a pas de bogie articulée. Et sur un train de marchandises, c'est assez important pour freiner un convoi. Ça freine vraiment dans les courbes. Le bridage freine les convois. Alors là, nous approchons d'un tunnel. Donc on le voit dans les phares. Observez bien, vous verrez, il y a une niche à droite et une niche à gauche. Donc c'est un petit tunnel, mais qui dispose de deux niches. Alors il faut savoir que c'est pas systématique. Les niches elles peuvent être implantées toutes du même côté. Et deuxièmement, on a l'obligation de siffler de 7h du matin à 20h le soir. C'est-à-dire que les trains entre 20h et 7h du matin ils ne sifflent pas. Sauf si c'est une obligation rappelée par une pancarte avec un S. Donc il m'est arrivé de surprendre des pêcheurs dans les tunnels. Donc les pêcheurs ont bien survécu, ils sont plaqués à la paroi parce qu'ils n'étaient pas au courant des niches justement, et un peu le réflexe de s'y cacher. Par contre les cannes à pêche n'ont pas résisté.
Alors voilà le disque de la gare de Morse. Alors ici, il n'y a pas d'aiguille à 40 km/h. La gare se passe vitesse normale. Donc là, j'arrive à 55. Je mettrai juste mon arrêt pour la desserte voyageurs. En fait, cela signifie que je suis reçu voie directe systématiquement. Dans le cas où c'est une gare, il a des aiguilles, des installations. Dans le cas où il veut me recevoir sur voie déviée, il va y avoir un TIV mobile qui ici est effacé à gauche, qui sera présenté, et j'aurai avant l'avertissement. Là, je repars de la gare plein pot, puisque j'ai pas eu de TIV et que la gare n'est pas limitée en vitesse. Je me suis redirect, je suis en voie directe. Donc ici, on pénètre dans la vallée du Célé, donc entre la rivière du Célé et la route nationale.
sur la gauche, vous pourrez remarquer des zones à filets, enfin des filets qui sont susceptibles de retenir des rochers qui pourraient tomber. On approche du disque de la gare de Bagnac.
Donc si vous observez attentivement, vous pouvez remarquer que cette ligne est encore équipée des fils. Il y a des poteaux télégraphiques avec des fils. C'est les communications entre les gares qui vont pas tarder à disparaître, puisque les fils ont été implantés le long de la voie là, pour remplacer ces fils aériens en fait. Déjà parce qu'on se faisait régulièrement voler du fil. Donc ces fils ils servent au système CAPI. Voilà, enfin tout ce qui est communication entre les postes. C'est plus facile pour moi de faire des commentaires vocaux que d'écrire, ça me simplifie la tâche. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle de certaines choses en particulier, si vous avez des questions, ou si les commentaires vous énervent et que vous préfériez des commentaires écrits par exemple pour expliquer les particularités. Voilà.
ici à gauche, TIV pentagonal d'annonce qui ne concerne que les trains de marchandises et de messagerie. Donc la vitesse est exprimée en dizaines de km/h. Donc 5 signifie 50 km/h. Donc ici on approche du TIV d'exécution pentagonale, donc sur fond noir, lettre blanche, pointe vers le bas. Et ensuite la reprise, tableau blanc, avec la pointe vers le bas. Voilà. Uniquement pour les trains de messagerie et de marchandises. On s'approche de la gare de Figeac, donc voilà l'avertissement du carré d'entrée de la gare de Figeac avec le TIV 40 placé sous l'avertissement. Alors là vous pouvez voir à gauche, vous allez voir l'exécution du TIV 40 qui est repris par une pancarte Z, donc qui n'est pas visible à cause des feuilles. Alors voilà le carré d'entrée qui protège la gare. Alors vous avez pu remarquer que la zone A40 elle commence bien en amont de la gare, c'est pour protéger ce passage à niveau. Alors là on arrive en gare de Figeac, donc la ligne qui vient de la droite c'est la ligne qui va à Brive, donc la ligne de Brive-Rodez.